Attention, il est 31, on est en retard. J'ai rafraîchi la page pour voir dès que ça commence sur la tienne. Je pense qu'on y est. On y est. Rebonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce live. Je suis Laurie Debove et j'ai la chance d'être accompagnée de Marie Toussaint et Priscilla Ludowski qui ont co-écrit un livre bien nommé Ensemble, nous demandons justice. Pourquoi bien nommé Ensemble? Parce que depuis le début, ces deux femmes ont marqué les tournants écologiques et populaires en participant à l'émergence de grandes manifestations et beaucoup de décideurs politiques et économiques ont essayé de les diviser, ont essayé d'opposer gilets jaunes contre gilets verts. Et le fruit de leur entente et de leur collaboration prend aujourd'hui la forme d'un livre, aujourd'hui plus encore la forme d'un live. Et sans plus tarder, je vais commencer par demander à Marie Toussaint de se présenter, s'il te plaît Marie, pour nos auditeurs qui nous écoutent et sur la façon dont laquelle tu as écrit ce livre. Bonsoir Laurie, bonsoir Priscilla et bonsoir à toutes et à tous ce soir. Donc je suis Marie Toussaint, je suis aujourd'hui députée européenne. Je suis aussi une juriste en droit de l'environnement, juriste activiste. J'ai milité pendant longtemps pour la reconnaissance des écocides, des crimes contre l'environnement et la reconnaissance des droits de la nature. J'ai notamment fondé Notre Affaire à tous, qui a été l'association qui a lancé l'affaire du siècle, qui est l'une des raisons que tu viens de citer, Laurie, à partir desquelles on s'est rencontrés avec Priscilla, qui visait à attaquer l'État français pour inaction climatique. Et je crois que c'est un vrai sujet que l'inaction de l'État dans de nombreux domaines pour nous protéger. Tout à fait. Et toi, du coup, Priscilla, est-ce que tu peux te présenter et est-ce que tu peux aussi présenter un petit peu tout ton cheminement depuis la pétition contre la taxe carbone que tu as écrite en mai 2018 jusqu'à cet ouvrage aujourd'hui? Oui, bonsoir à tous. Oui, en fait, mai 2018, j'ai donc émis une pétition contre la taxe carbone, mais pas spécifiquement contre la taxe carbone, mais contre la manière dont elle était articulée. Elle a eu de l'écho à la fin de l'année 2018 et j'ai essayé d'exposer mes points de vue en plateau télé avec d'autres personnes autour qui ne comprenaient pas vraiment pourquoi cette pétition avait été faite. Donc j'ai voulu un petit peu défendre mon point de vue en disant qu'elle était selon moi pas assez juste, la manière dont elle était articulée. Et donc du coup, on sait qu'à la fin de l'année 2018, en novembre, il y a eu pas mal d'échos autour de ça et que le mouvement des Gilets jaunes a été un petit peu lancé par rapport à cette étincelle qui a été cette pétition. Je pense qu'il y avait déjà un ras-le-bol général depuis un certain nombre d'années et c'est ce qui a mené aux différentes manifestations qu'on a connues et qui se sont poursuivies en 2019. J'ai rencontré Marie justement au début de l'année 2019, on en parlera tout à l'heure, et donc du coup, depuis, j'ai beaucoup milité au sein des mouvements à moitié basés sur la défense de l'environnement, à moitié basés sur la défense des outils démocratiques, et on se rend compte que les militants se rencontrent dans des lieux où finalement ils ont intérêt à travailler ensemble et où ils ont les mêmes cibles, et donc du coup, c'est comme ça que progressivement, je me suis retrouvée dans différents projets militants et encore durant là, le confinement où il y a beaucoup de projets qui ont émergé. Et c'est intéressant de voir qu'enfin, il y a de la transversalité dans les luttes, quoi. Donc voilà, et d'où la naissance de ce projet, mais on en parlera tout à l'heure. Tout à fait. Et tu parles de militantisme, et c'est vrai que c'est important de le préciser à nos auditeurs. Le livre qui a été coécrit par Marie et Priscilla ici présentes est très intéressant parce qu'il parle du vécu de militants de terrain et on va détailler là ensemble pendant 1 heure les différentes actions, les différentes luttes locales qui existent un petit peu partout sur le territoire métropolitain et d'outre-mer. Alors, Priscilla, tu parlais justement de la rencontre entre Marie et toi. Est-ce que tu peux nous redire comment vous vous êtes rencontrées toutes les deux? Et puis ensuite, Marie a complété avec Priscilla comment l'idée de ce livre vous est venue au fur et à mesure. Oui, alors en fait, avec Marie, on s'est rencontrés à la base, qui est un espace justement créé pour que les militants puissent s'y retrouver, soit pour monter des projets, soit pour échanger. Il y a des conférences qui se font, etc. Donc,
c'est intéressant parce que justement, ce que je disais tout à l'heure, lorsque je disais qu'il y a des convergences qui se faisaient sur le terrain, finalement, il n'y avait pas peut-être de lieu commun pour se retrouver, et ça a été justement ce qui a véhiculé la base lorsqu'elle a été inaugurée à Paris. Et c'est lors de l'inauguration avec Marie qu'on a discuté pour la première fois. Et on nous a présenté parce qu'on avait toutes les deux lancé une pétition qui avait pris de l'ampleur. Et donc, et parce que aussi on nous avait tellement opposé que non, il fallait. C'était intéressant de pouvoir discuter à ce moment-là parce que c'est précisément dans la tourmente médiatique qui opposait nos deux discours. Donc, je pense que c'était assez intéressant que ça se fasse en ces lieux-là et dans ce contexte-là. Marie, tu complètes? On s'est rencontrés à la base. C'est vrai que ça a été un moment incroyable, cet hiver 2019-2020, non, 2018-2019, avec toutes ces mobilisations. Et c'est vrai que nous, on avait vu arriver le mouvement des Gilets jaunes. Et ça nous avait d'ailleurs fait poser la question, est-ce qu'on lance l'affaire du siècle en plein mouvement des Gilets jaunes? Comment ça va être interprété? Et on s'est dit, ben non, en fait, on a l'impression que ça va dans le même sens. Et donc, allons-y, jetons-nous à l'eau. Et la réaction du gouvernement, ça a d'ailleurs tout de suite été, ah bah vous voyez bien que les Françaises, les Français veulent une taxe carbone, veulent protéger l'environnement, et vraiment ces gilets jaunes, c'est vraiment nos ennemis. Et puis on était en train de les attaquer et d'attaquer leur politique en fait. Donc on a dit bah c'est pas tout à fait ça. Par ailleurs, on savait qu'il y avait beaucoup de gilets jaunes qui avaient aussi signé notre pétition et qui l'avaient partagée, etc. Que nous, on pouvait notamment aussi aller dans la rue de temps en temps avec eux. Donc pour nous, c'était une vraie opposition. Enfin, c'était une vraie opposition au gouvernement, mais ensemble, et à la politique du gouvernement, mais ensemble, et à la politique de l'État français en règle générale sur ces sujets environnementaux et plus largement de violence environnementale. On y reviendra après. Et donc, on s'est rencontrés effectivement à les conditions que Priscilla a décrites, qui étaient très sympas. Puis après, on s'est beaucoup recroisés parce que, par exemple, il y a eu cette préparation de la mi-mars, qui était un grand moment où, à la fois, Greta Thunberg avait appelé tout le monde à se mobiliser, à la fois, il y avait les Gilets jaunes qui se mobilisaient aussi, on avait l'affaire du siècle, et donc il y avait tout un tas, le mouvement Justice pour Adama Traoré était aussi là. Et donc, on s'était tous réunis. Et c'est vrai qu'il y a eu plusieurs actions au fil du temps qui allaient dans ce sens-là. Et voilà, on a assez vite eu envie de faire des choses ensemble avec Priscilla. Puis le temps a un petit peu passé. Et puis quelques mois plus tard, en septembre ou en octobre dernier, on s'est dit, bon, bah voilà, faire un livre, c'est bien. Et notre envie, ça n'a pas été de raconter notre combat à nous, en tant que femmes porteuses des pétitions, etc. Mais c'était au contraire de donner la parole et de mettre en visibilité toutes ces personnes qu'on a rencontrées au cours de notre vie militante ou ces situations dont on a eu connaissance, qui sont pour nous une juxtaposition des violences sociales et des violences environnementales. Et pour nous, c'est vrai que ça fait système. Et tandis qu'on nous avait tellement opposé, voilà, gilets jaunes contre gilets verts, mais aussi la distinction plus traditionnelle qu'on fait entre le social d'un côté, l'environnemental de l'autre. Et pour nous, ça fait qu'un en fait. Et du coup, on a eu envie de raconter les histoires de toutes ces personnes-là qui portaient ces luttes sur le territoire, à commencer par la France, parce que c'est le pays où on vit. Où vous militez toutes les deux, c'est la France, de fait. Donc, c'était normal de commencer par la France. Alors, je précise à toutes les personnes qui nous écoutent qu'il est possible de poser des questions, peu importe la page depuis laquelle vous regardez ce live, et les questions seront remontées. On prendra une première série sûrement d'ici 10-15 minutes. Marie, tu parlais des violences environnementales. Est-ce que tu peux définir un petit peu ce terme, en quoi ça consiste? Et Priscilla, je te demanderai ensuite, après Marie également, de définir et de donner toi ton approche de ces violences-là. Alors, les violences environnementales, c'est un peu des termes nouveaux, c'est des termes neufs qu'on a inscrits sur ce livre-là. En fait, quand on parle de justice, on entend souvent la justice sociale ou alors on entend la justice, l'institution. Et donc, il faut aussi renvoyer le fait qu'il y ait des injustices environnementales, mais que c'est pas seulement des injustices qui existent, il n'y a pas seulement une inégalité d'exposition aux pollutions et à la destruction de l'environnement, c'est aussi des violences dans le sens où elles sont parfois commises avec intention. Si c'est pas avec intention, c'est avec négligence. Je prends les termes de catégorie du droit, hein, mais en fait, de fait, des firmes privées et
parfois le secteur public lui-même, ou en tout cas avec la négligence et la bénévolence, la bienveillance du secteur public, commettent des violences environnementales, c'est-à-dire attaquent à la fois le cadre de vie, la santé environnementale, la santé des gens, et la santé, ça peut être aussi la nourriture, l'eau, voilà, le fait d'avoir accès à des espaces verts. Voilà, donc c'est ça qu'on a voulu souligner, c'est qu'en fait, c'est pas seulement un état de fait, il n'y a pas juste des inégalités comme ça qui apparaissent, mais elles sont aussi créées par des dynamiques, des mouvements, des mécanismes qu'on a aussi cherché à mettre à jour. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui frappe beaucoup à la lecture de votre livre à toutes les deux, c'est que souvent les violences environnementales, elles sont commises et d'autant plus délibérément quand les populations sont plus pauvres et plus précaires. Donc il y a une double injustice, il y a une injustice économique et environnementale quasi systématique un petit peu à chaque fois dans les différents cas qui sont présentés. Priscilla, est-ce que du coup, toi, tu veux nous en dire un petit peu plus sur peut-être cette double injustice ou ta définition en tout cas de ce qu'est une violence environnementale? Oui, pour moi, quand j'entends violence environnementale, j'entends atteinte, j'entends qu'on porte atteinte à dans l'environnement dans lequel on vit, dans lequel on évolue, dans lequel les enfants grandissent. Et pour moi, qui dit atteinte dit impact. Donc, ce que j'entends, c'est que sans savoir précisément de quoi il s'agit, quand j'entends violence environnementale, ce que ça m'évoque, c'est qu'il y a un responsable, voilà, ou des responsables qui ont porté atteinte à l'environnement d'une manière ou d'une autre, que ce soit à travers leur activité, que ce soit de manière encadrée, plus ou moins légalement, ou que ce soit de manière complètement délibérée, et en tout cas sortant du champ complètement légal, mais qui, voilà, des dépôts sauvages ou des choses comme ça, et qui viennent ensuite porter atteinte à la population d'une manière ou d'une autre, qui portent atteinte à la santé, qui par l'alimentation viennent empoisonner les gens, viennent leur causer des maladies, etc. Et viennent aussi causer des dommages exclusivement à l'environnement, sans forcément qu'on ait ensuite, nous, une atteinte particulière, mais ça peut être parce que voilà, on a porté atteinte à l'environnement. Et tout ça vient de toute façon, pour moi, amène la question de l'impact social, de l'impact sur la vie, de l'impact sur ce qu'on vit au quotidien. Et c'est comme ça que je l'entends. Bah, c'est vrai que le mot atteinte que tu emploies, il est hyper important parce que on atteint souvent à l'intégrité d'une personne ou d'un sujet, que ce soit une personne humaine ou non humaine. Et c'est un petit peu ce qu'on observe dans le livre, c'est qu'il y a aussi cette intégrité physique, elle se traduit parfois par de la répression et on aura le temps de l'évoquer ça un petit peu plus tard parmi les exemples. Du coup, avant de passer à la seconde partie, on pouvait prendre des questions. Je crois qu'il n'y en a pas énormément encore. Donc, je voudrais qu'on aborde tout de suite, si vous êtes OK toutes les deux, les grandes thématiques, qu'on rentre dans le vif du sujet et qu'on parle en fait des différents chapitres du livre. Quand on a préparé cette réunion, vous m'avez vraiment parlé de à quel point c'était important pour vous d'utiliser ce livre pour donner la parole aux gens qui vivent sur le terrain, dans leur chair, ces violences environnementales, ces injustices économiques. Est-ce que peut-être, Priscilla, tu peux commencer par évoquer deux chapitres qui ont été particulièrement importants pour toi à écrire parce que ce sont des sujets qui t'ont beaucoup touché. Oui, il y a un dossier assez central du livre qui traite en fait des pesticides, des insecticides, avec le cas du chlordécone dans les Antilles françaises. C'est un dossier, enfin, voilà, je parle de dossier tellement c'est tellement c'est important. Ça dure depuis un certain nombre de temps, depuis beaucoup trop de temps. Donc c'est un insecticide qui a été utilisé et autorisé dans les bananeraies aux Antilles et qui n'a fait l'objet d'études qu'à partir des années 70, la fin des années 70, alors que bien plus tôt, parce que 10 ans auparavant, ça avait déjà été identifié comme étant nocif. Malgré tout, une fois que il a fallu, enfin une fois que les colons et les esclavagistes avaient été indemnisés, on considérait qu'ils avaient perdu au change entre guillemets, et ils se sont reconvertis dans la monoculture intensive de la banane. Et pour ça, ils utilisaient des insecticides qui aujourd'hui ont des conséquences sur la santé des gens, qui leur causent des maladies, qui leur causent
qui leur causent en fait des difficultés, ne serait-ce qu'à consommer normalement, parce qu'on fait la promotion du circuit court, mais en fait, tout ça est remis en cause au niveau de la consommation et de la production locale. Voilà, on est censé aller vers une vie insulaire avec une sorte d'autonomie et de préservation de l'environnement et de capacité à s'autosuffire, parce que c'est très développé là-bas, les circuits informels où les gens ont leur propre jardin et cultivent des légumes. Et là, tout ça est remis en question parce que justement, il y a un certain nombre d'années, les institutions associées aux grandes entreprises pour leurs propres intérêts ont mis sur le marché un produit qui est venu détruire la santé des gens. Et ce qui est assez intéressant, enfin, si on peut dire intéressant entre guillemets avec ce cas-là, c'est que très tôt, c'est l'exemple parfait du fait que très tôt, les dangers ont été identifiés, que très tôt, il y a eu même, on va dire, si on peut faire le parallèle avec la justice, c'est comme s'il y avait eu jurisprudence, puisqu'aux États-Unis, quand ça avait été utilisé, il y a eu une réaction très rapide. Le site a été fermé, il y a eu des indemnisations qui ont été faites, il y a eu des peines, enfin, il y a eu des amendes, des fortes amendes qui ont été données aux responsables. La situation a été réglée très vite, il y a eu une interdiction d'utiliser de l'insecticide et il y a eu une interdiction de pêcher dans le lac qui avait été contaminé aux États-Unis, dans l'usine qui a justement fabriqué cet insecticide. Or, c'est pas l'attitude qu'ont eu les pouvoirs publics français, c'est pas l'attitude qu'ont eu les autorités sanitaires. Au contraire, elles ont autorisé à plusieurs reprises, jusqu'en 1993, l'utilisation de ce pesticide. Et après ça, il y a encore eu des autorisations qui ont été faites dans l'ombre, enfin des utilisations pardon, qui ont été faites dans l'ombre, qui ont été découvertes beaucoup plus tard. Et de multiples études ont eu lieu entre 1977 et il n'y a pas si longtemps, pour dire que oui, il y avait un impact sur l'eau qui est contaminée, oui, il y a un impact sur les sols, oui, il y a un impact sur les aliments, il y a un impact sur les grossesses. Enfin voilà, aujourd'hui, on a, je pense, matière à dire qu'il y a une vraie responsabilité, un vrai empoisonnement. Et les plans, c'est qu'en 2008 que l'État a réagi en déclenchant des plans chlordécone. Il y en a eu donc 3. Et malheureusement, aujourd'hui, on arrive à un stade où il n'y a pas vraiment de reconnaissance. Il n'y a pas longtemps, le président de la République disait que ça ne provoquait pas de cancer. Et il n'y a pas vraiment de... C'est assez difficile pour les militants parce que sur place, effectivement, il y avait beaucoup d'actions. Des actions qui ont dérangé parce qu'elles ont été faites dans des lieux considérés comme étant des lieux appartenant aux responsables. Donc, les responsables, ce sont ceux qui détiennent les grandes entreprises, puisque la majorité des entreprises aux Antilles sont détenues par ceux justement qui exploitaient ces bananes et ceux qui sont à la tête des coopératives et ceux qui ont obtenu les autorisations depuis un certain nombre d'années pour exploiter ces bananeraies en utilisant ce pesticide. Donc en fait, aujourd'hui, on a beaucoup de fourmillement au niveau du militantisme local qui se bat pour obtenir des réparations, que ce soit par la dépollution des sols, que ce soit en reconnaissant que ça cause des maladies, hein, et c'est assez compliqué. On pourra développer directement après avec les principaux concernés là-bas, mais c'est vrai que c'est vraiment un cas catastrophique. On parle d'empoisonnement, on parle même de crimes contre l'humanité. Donc c'est un dossier qui prend une lourde place dans le livre, qui est central parce que ça démontre sur toute sa durée les dysfonctionnements au niveau des intentions, enfin des comportements, des modes opératoires des pouvoirs publics qui constamment se sont associés aux agissements des grandes sociétés qui polluent et qui constamment ont délivré des autorisations en fait pour satisfaire des intérêts privés. Donc ça nous montre que ce schéma-là, et en fait, il est inscrit depuis un certain nombre de temps, qu'il perdure et que malgré toutes les preuves scientifiques qui ont été amenées, il n'y a pas du tout en face de réaction des pouvoirs publics qui vont dans le sens de la réparation et de l'indemnisation et de la dépollution des sols pour améliorer justement le cadre de vie des habitants. Et d'accord. Et d'ailleurs, il y a une vraie connivence du système politique en place sur ça. Je pense notamment aux 7 militants anti-chlordécone qui devaient comparaître en audience là le 3 juin. Et suite aux appels à soutien pour eux, en fait, l'audience, on vient d'apprendre qu'elle a été reportée. Donc on voit que même maintenant, même alors que l'impact environnemental du chlordécone a été reconnu, les militants qui le dénoncent et qui demandent réparation pour ce qui s'est passé sont en plus bâillonnés judiciairement. Enfin, et du coup, le titre du livre prend là, dans ce sens, tout son sens parce que
les gens qui sont censés demander justice se retrouvent à la place des accusés, quoi. Il y a vraiment une espèce de criminalisation pardon, des militants écolos, des militants antillais et des gens qui demandent réparation pour les violences en fait, qu'ils ont subies tout simplement. Et ça, c'est un point un petit peu qui relie les différentes luttes qui sont présentées dans le livre. C'est que ça s'étend souvent sur plusieurs années, voire des dizaines d'années, et qu'il y a vraiment une volonté presque à faire taire ces différents mouvements. Du coup, Marie, je vais te donner la parole pour que tu nous racontes, toi, ce que tu penses peut-être aussi, si tu veux rebondir sur ce qu'a dit Priscilla, et si tu veux présenter un autre chapitre du livre. Alors, je ne vais pas rebondir sur ce qu'a dit Priscilla. Je pense qu'elle a très bien parlé de ce sujet qu'elle connaît sur le bout des doigts et c'est qui est une lutte qu'elle soutient et moi aussi, hein, de facto. Peut-être, moi, je veux parler de deux autres questions qu'on a abordées dans ce livre-là. Alors, pardon, je t'interromps une seconde et je reviens à toi juste après parce que pour rester sur le chlordécone, on a une question de Damien qui est assez intéressante, je pense. En allant plus loin sur le chlordécone, comment la justice environnementale peut également rencontrer les perspectives décoloniales, donc notamment aux Antilles? Une question d'actualité en ce moment. Est-ce que l'une d'entre vous veut répondre? Oui, c'est une bonne question et elle est clairement d'actualité. Je ne sais pas si on y répond tout de suite, mais on peut commencer et peut-être poursuivre après. Mais effectivement, c'est ce que quand on lit ce chapitre, on voit bien d'où ça part et on n'en dira pas plus, mais vous verrez que ça désigne clairement des personnes qui étaient justement descendantes des esclavagistes, qui ont eu un comportement qui visait à sauvegarder leur propre business, hein, entre guillemets, et qui ont tout fait pour pouvoir rester sur place et avoir main mise sur tous les commerces. Aujourd'hui, ils détiennent la majorité des commerces sur place. Et effectivement, c'est une vraie problématique. C'est étroitement lié à l'esclavage et à la reconnaissance du fait que ça existait et de ce que ça a causé, et du fait que c'est à considérer comme un crime contre l'humanité, mais que ça a mis du temps à être reconnu avec la journée de commémoration du 10 mai. On a vu les derniers actes qui se sont produits qui montrent que ce que le président n'a pas compris dans la blessure qu'on peut avoir en tant qu'afrodescendant, dans tout ce problème de reconnaissance et de réparation, c'est que justement toutes ces questions sont liées. Il y a un processus qui vise à dire on arrive, on se sert et on s'en fout de la population sur place. On peut les empoisonner de toute façon comme on nous autorise à tout utiliser comme produit, comme on nous autorise à faire ce qu'on veut sur place et qu'on n'est pas vraiment contrôlé. On s'en fiche en fait, on agit de manière complètement libérés et on ne sera pas inquiété parce qu'il n'y a pas de loi qui permet de nous sanctionner correctement. Et c'est ce qu'on défend dans le livre, c'est qu'on défend le fait, on dénonce le fait plutôt que les responsables ne sont pas sanctionnés. Mais il y a une dimension toute particulière pour les territoires d'outre-mer, justement liée à l'histoire. On ne peut pas se dire qu'on repense la société sans tenir compte de l'histoire. Et effectivement, tout ce qui est lié à la colonisation, tout ce qui est lié à l'esclavage et tout ce qui est lié au comportement de ces sociétés sur place est complètement lié. Et c'est un sujet qui, pour moi, ne peut pas être la société, en tout cas les territoires, la vie des territoires ne peut pas être discutée, repensée sans se soucier, sans régler cette problématique et ce comportement très colonial qu'ont ces sociétés-là, en fait. Je ne sais pas si c'est un début de réponse ou de débat à la question, mais on pourrait la poursuivre après, ou si Marie veut rebondir là-dessus. On pourra effectivement la poursuivre, ou Marie, comme tu veux, effectivement. Non, mais... je vais poursuivre. Je vois qu'il y a d'autres questions qui arrivent sur le même sujet, mais je vais poursuivre et peut-être potentiellement on pourra y revenir après. Mais donc il y a le cas très particulier quand même des territoires d'outre-mer. Je pense dans le livre on évoque aussi le cas de la Guyane, notamment des mines d'or avec le retour de la montagne d'or par la porte du projet Espérance. Si vous le connaissez pas, chers auditeurs, chères auditrices, allez voir parce que c'est aussi dramatique. Et on parle aussi de la leucose bovine à La Réunion. Il y a d'autres sujets qui auraient pu être abordés à La Réunion aussi. Et il y a des territoires d'outre-mer qu'on n'a pas traités, dans lesquels il y a aussi des cas de justice environnementale qui auraient pu être traités. Sur le territoire hexagonal, pour le dire comme ça, on a traité d'autres sujets qui nous paraissent importants. Et à l'hiver 2018, il y a eu
Il y a eu toute une actualité, mais il y a aussi eu un moment il y a aussi eu l'explosion de Lubrizol, quoi. Voilà, dans la même période. Et quand l'usine de Lubrizol a explosé, on a tous vu des images de cette immense usine, de la fumée, etc. Et on a finalement assez peu entendu parler de gens qui se sont pourtant bougés très vite, qui étaient les gens qui habitent dans l'aire du voyage, dans l'aire d'accueil des gens du voyage, juste à côté de Lubrizol. Et en fait, comme dans beaucoup de situations, l'aire des gens du voyage est évidemment mis entre des usines toxiques, classées Céveso seuil haut, avec tous les dangers que ça comporte. Et en réalité, quand on regarde l'ensemble des aires d'accueil sur le territoire français. Alors, c'est pas l'État qui donne ces chiffres-là, évidemment, c'est pas lui qui les crée, c'est les gens du voyage eux-mêmes, et notamment, je vais prendre les chiffres de William Hacker, mais William Hacker, quand il regarde la situation des aires d'accueil des gens du voyage, ce qu'il trouve, c'est que 70% d'entre elles sont dans des zones ou à côté de sites qui sont des sites toxiques et pollués. Ça peut être une usine façon Lubrizol, ça peut aussi être une déchetterie. Voilà, on est toujours dans des endroits où on a très peu accès finalement à un environnement sain. Et ça, c'était assez important parce que voilà, c'était les gens qui étaient en première ligne du fait de l'explosion du Brésil. Ils sont à 200 ou 300 mètres, enfin, ils sont vraiment juste à côté, quoi. Et c'était déjà le cas lors de l'explosion d'AZF. Déjà, quand AZF avait explosé, il y avait une aire d'accueil de gens du voyage juste à côté. Et donc ça, c'est ça qui est assez terrible, c'est que dans la civilisation qu'on construit, on construit des industries toxiques, etc. On essaye, on prétend qu'on prend toutes les mesures de sécurité, puis dans le même temps, on abaisse le rythme des contrôles, le niveau des contrôles, et on met des populations très précises, très spécifiques à côté de ces zones-là. Donc, on raconte un peu le combat qui est mené avec le soutien de William Hacker, mais par les gens de l'art du voyage de Lubrizol. Dans notre livre, et voilà, ça pouvait aussi être un chapitre intéressant, je pense, pour tout le monde. Puis peut-être un deuxième sujet, parce qu'il est traité dans plusieurs des chapitres de notre livre, c'est la question des ouvriers. Et en fait, c'est vrai que dans cette espèce d'idée que l'écologie, ça n'intéresse que les bobos, on dit souvent, alors à gauche comme à droite d'ailleurs, mais de toute façon, les classes sociales, les classes populaires, elles s'en foutent, etc. Et en fait, ce qu'on essayait de montrer à travers voilà, plusieurs exemples, c'est que les ouvriers, souvent, on les exposait à du travail toxique. Donc après, dans l'histoire, il y a le saturnisme, il y a la silicose, voilà, mais dans la vallée de l'Orbiel, par exemple, les syndicalistes, ils étaient dans voilà, des métaux toxiques, des particules toxiques, etc., dans leur lieu de travail et chez eux quand ils rentraient, parce qu'il y avait voilà, de la pollution partout, qu'on ne pouvait plus se faire à manger dans des jardins, etc. Mais au-delà de ça, quand on regarde qui sont les morts au travail pendant les canicules, et ben ce qu'on voit, c'est manutentionnaires, charpentiers, voilà, menuisiers. Et donc, c'est beaucoup les travaux des ouvriers du bâtiment, en fait, de tous les gens qui ont un métier dehors, mais qui sont du coup des métiers manuels et qui sont du coup considérés comme faisant partie des classes populaires. Et du coup, il n'y a pas beaucoup de mesures non plus qui existent pour les protéger. Et en fait, la loi a des recommandations. Quand il fait plus de 33 degrés, par exemple, il faut qu'ils s'arrêtent de travailler. Mais il n'y a aucune véritable obligation contraignante. Et par ailleurs, c'est des lois qui sont bonnes pour les entreprises qui ont un patron et plein de salariés. Mais en fait, il y a 98% des entreprises du secteur qui sont des entreprises de moins de 20 salariés. Donc les grosses entreprises, elles ont plein de salariés, mais il y a aussi l'immense majorité, c'est des petites entreprises. Et donc ces entreprises-là, elles n'ont aucune protection. Quand il fait chaud, si les ouvriers ne peuvent plus travailler, il n'y a plus d'argent qui rentre, et donc on continue à faire travailler les ouvriers. Et voilà, il n'y a pas de protection sociale. Et du coup, dans leur travail, les classes populaires, elles sont effectivement extrêmement impactées, et beaucoup plus que d'autres, à la question du réchauffement climatique comme à la question de la dégradation de l'environnement. Et puis, c'est ce qu'on montre aussi dans le livre, c'est que quand elles rentrent chez elles, c'est pareil. On a de moins en moins accès à des espaces verts, de moins en moins accès à des jardins, de moins en moins accès... voilà, l'alimentation bio, ça se développe, mais ça reste à des prix plus élevés, moins accessibles. Voilà. Donc, c'est un peu tout ça à travers plusieurs de nos chapitres qu'on essaye de montrer dans ce livre. Oui, et puis on le voit aussi notamment avec tout ce qui se passe avec la pandémie, la crise du coronavirus, qu'au final, toujours pareil, ce sont les populations les plus précaires qui sont les plus exposées. Et tu parles des ouvriers, il y a eu beaucoup de cas de contamination dans les abattoirs parce que souvent les ouvriers qui travaillent dans les abattoirs, alors
Déjà, il y a tout le problème de l'élevage industriel, ça c'est un sujet à part entière, mais il y a aussi les conditions de travail des ouvriers dans lesquelles ils évoluent, qui sont confinés dans des pièces parfois mal aérées, et du coup, les microbes, le virus se transmet plus facilement et ramènent en plus ce virus-là chez eux, quoi. Donc, c'est sûr que les violences environnementales, elles sont aussi pas que écologiques, comme vous le dites très bien toutes les deux depuis le début de ce live, c'est qu'elles sont aussi et avant tout sociales parce que il y a certaines populations avec lesquelles le gouvernement, les décideurs économiques se permettent de faire des choses qu'ils ne feraient pas peut-être sur des classes plus aisées, en fait, tout simplement. Et ça, c'est une vraie injustice en elle-même. C'est un peu ce qui vous a réunis, d'ailleurs, toutes les deux, Gilets jaunes et Gilets verts, c'est que c'est le titre du livre, c'est Ensemble, nous demandons justice, c'est que c'est une vraie injustice, la façon, la différence de traitement entre différentes strates de la population. Peut-être pour revenir sur le Covid, mais le Covid, c'est comme le réchauffement climatique, c'est qu'à la fois ça peut toucher tout le monde, mais qu'il y en a quand même qui sont plus touchés que d'autres, notamment parce que une pandémie a toujours un caractère social. Mais en l'occurrence, on est dans un cas où on est quasiment certain quand même que le virus nous vient de la destruction de l'habitat naturel, donc de l'irrespect des droits de la nature. Paf, le virus saute de l'animal à l'être humain par la mondialisation de l'être humain à l'être humain. Mais en fait, les personnes qui sont les plus exposées, c'est les personnes qui sont déjà sujettes à des maladies qui touchent plus les pauvres. Tout ce qui est l'obésité, le diabète, l'asthme, tout ça, c'est des maladies de gens qui ont eu peu accès à une alimentation saine, peu accès à un air pur. Et donc, en fait, on est vraiment sur une superposition de ces inégalités-là. Et quand on regarde ce qui s'est passé en Seine-Saint-Denis, tu ajoutes à ça, qui est déjà très fort, à ces inégalités de santé, tu ajoutes à ça l'absence d'accès aux soins et puis le fait que ce soit des populations qui aient continué d'aller travailler là où d'autres étaient confinés et donc quelque part protégés, quoi. Donc le Covid, en tout cas, moi je le lis aussi comme une vraie voilà, crise de justice environnementale. Je ne sais pas si c'est les bons termes, mais en tout cas l'idée est là, quoi, de ce croisement vraiment entre les questions sociales et environnementales. Sur la pollution de l'air, Priscilla, quand on a préparé le live, tu m'avais parlé d'un chapitre, c'était le sujet de l'agrandissement de l'autoroute près de Grenoble. Est-ce que tu veux nous le présenter un petit peu? Oui, tout à l'heure, on parlait justement des personnes qui, lorsqu'elles militent et vont enclencher des actions particulières, que ce soit en justice ou quoi, ou des actions de terrain même, sont celles qui sont ensuite sanctionnées. Et c'est un petit peu ce qui est arrivé aussi dans moindre mesure, parce qu'ils n'ont pas été arrêtés, mais à des Grenoblois qui ont lutté, je dis on, parce que en fait, les travaux ont quand même été commencés, ont lutté pour que justement l'aménagement de l'autoroute A480 ne puisse pas voir le jour, parce que d'un côté, on nous a dit justement, oui, il faudrait éviter de polluer davantage, il faudrait qu'on utilise d'autres moyens de transport, il faudrait qu'on paye plus si jamais on utilise beaucoup trop la voiture, et ça a été l'exemple de la taxe carbone. On dit nous accompagner, voilà, on nous donne tout un tas de raisons qui justifient qu'on paie toujours plus. Sauf que justement, ce collectif à Grenoble, donc c'est quatre personnes qui ont voulu empêcher ça, parce que c'est un projet quand même de 400 millions d'euros qui a été lancé avec l'accord des pouvoirs publics par une société qui, quand bien même elle a été attaquée, quand bien même le collectif a demandé à ce que justement les travaux ne puissent pas démarrer, que la déclaration d'utilité publique accordée par les pouvoirs publics ne puisse pas être retenue, malgré tout les travaux ont commencé et ce collectif a dû même payer une amende après avoir déposé ses plaintes qui ont suivi la demande d'annulation de la déclaration d'utilité publique. Et Grenoble est la troisième ville la plus polluée de France après Paris et Marseille. Et on se rend compte que d'un côté, on nous donne certaines directives, certaines instructions, certaines menaces même. Hein. Tu utilises ta voiture, tu paieras plus un petit peu. C'est un petit peu une menace. Et d'un autre côté, on construit des autoroutes. Donc cette autoroute, elle n'est pas loin d'une école. Ce que proposait le collectif et d'autres militants, parce qu'il y a pas seul, on parle de militants avec qui on a pu échanger, mais il y a beaucoup d'autres associations et d'autres collectifs qui œuvrent pour que tout ça ne voit pas le jour. Mais en l'occurrence, on s'est focalisé sur ces témoins-là parce que c'est pour montrer aussi qu'individuellement, il y a un intérêt pour son environnement. Donc, c'est le cas des personnes qui ont œuvré, et c'est ce qu'on explique dans ce chapitre-là, qui ont ensuite
participé à des actions, qui ont quand même tenté d'aller en justice, qui ont demandé à avoir des documents pour prouver, leur dire comme quoi ça n'améliore pas, au contraire, la situation, mais ça l'empire, qui ont des chiffres, qui ont des données, qui sont entourés, mais qui malgré tout n'y arrivent pas parce qu'en face, elles ont des organismes qui de toute façon ont eu toutes les autorisations nécessaires, malgré le message politique global du gouvernement qui dit on doit moins polluer. Donc tout ça, en fait, ça vient... ça les questionne, ça les a questionnés, ce collectif. Ils se sont posé la question de est-ce que vraiment on va vers cette transition, est-ce que vraiment on veut éviter la pollution, parce que Grenoble, de par sa configuration, est plus impacté par les particules fines. Donc c'est les voitures le problème à Grenoble, pas principalement, mais je veux dire, en fait, quand on leur dit ça aux Grenoblois et qu'on leur dit vous êtes sur le top 3 des plus gros pollueurs, mais on va construire une autoroute, on va l'agrandir et on va pas développer de tramway, on va pas développer de pistes cyclables. Enfin, tout ça, ce sont des discours politiques contradictoires. En fait, ils ont ils ont voilà, des directives et des messages publicitaires, on va dire, pour attirer les gens, pour redorer un petit peu leur blason. Mais d'un autre côté, ils donnent des pouvoirs à des sociétés qui empirent la situation, qui donc vont accentuer la pollution, qui va rendre malade les habitants, et là, qui plus est les enfants, puisque c'est à 200 mètres de l'autoroute. Et au final, quand ces enfants, s'ils tombent malades pour cette raison-là aussi, les parents montent au créneau, au final, ils seront sanctionnés comme ce petit groupe qui s'est fait sanctionner par la cour, quoi. Donc, tout ce chapitre démontre un peu la contradiction de ce discours-là qui dit qu'on va vers la transition écologique. Ouais, et même, je trouve que le projet de cette autoroute-là, de l'agrandissement de la 480, je suis originaire de Grenoble, donc je connais bien le dossier. Grenoble, en plus, c'est Éric Piolle qui en est maire, que vous connaissez bien toutes les deux, et qui, lui, est très écolo. Et donc, quand je l'avais rencontré, je lui avais dit, mais pourquoi un maire d'une ville de la taille de Grenoble peut laisser faire un projet pareil? Et en fait, il m'a répondu, mais tout simplement parce qu'on se heurte à une stratégie nationale différente qui bloque des projets ou qui favorise des projets controversés. Et l'agrandissement de l'A480, il est pile là-dedans parce qu'en fait, il a fait suite à un décret qui date du 21 août 2015, qui a été porté par Manuel Valls. Et du coup, ce qui est fou, c'est que là, on voit que même un maire ne peut pas choisir finalement ou n'a pas une aussi forte possibilité de s'opposer à un projet qui irait à l'encontre de la politique de la ville et aussi de la volonté des citoyens de ce collectif. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé avec la taxe carbone. Et c'est pour ça, Priscilla, que tu avais écrit cette pétition. C'est que c'était une décision qui était complètement arbitraire, qui relève quand même d'un choix de société, qui est un choix de société qui est très important, à savoir comment on se déplace, pourquoi, comment on le fait et qu'est-ce qu'on fait en premier? Est-ce qu'on met d'abord en premier des transports collectifs qui vont fonctionner avec les eaux usées d'une station d'épuration ou est-ce qu'on taxe en premier les gens finalement? Et c'est ça qui s'est passé avec la taxe carbone, c'est ça qui se passe avec la 480 à Grenoble, c'est qu'on prend les problèmes souvent à l'envers et les discours des gouvernements ne sont jamais suivis d'actions cohérentes. En tout cas, c'est ce qui ressort beaucoup du livre Ensemble, nous demandons justice et des différentes situations dont vous avez parlé toutes les deux. On a eu plusieurs questions. Peut-être pour revenir un petit peu sur le chlordécone, il y a Stéphanie qui pose une question qui demande quelles sont les maladies qui ont été constatées suite à cet empoisonnement aux Antilles. Alors très tôt, c'est-à-dire dans les années... C'était au courant 1960, peut-être 58. Enfin, les ouvriers déjà qui travaillaient dans l'usine qui impactait certainement ou qui fabriquait le pesticide ont développé des symptômes. Et c'est ce qui a mené à la fermeture de l'usine d'ailleurs. Ils ont eu des troubles de l'humeur. Ils ont eu des problèmes de fertilité. Les études qui ont été faites à partir des années 70 ont démontré qu'il y avait effectivement un impact sur la fertilité, que ça causait des accouchements prématurés. Il y a eu ensuite des études qui ont été faites, donc ça a été des études qui avaient été faites sur les femmes au moment de leur grossesse, puis ensuite il y a eu des études qui ont été faites sur les enfants, les enfants justement de cette même étude, les enfants qui ont été accouchés, excusez-moi du terme, mais ensuite on s'est rendu compte qu'il y avait des problèmes de motricité, des retards donc, de développement mental.
on se rend compte que enfin, tout ça, au niveau des cancers de la prostate, les Antilles sont, entre guillemets, et c'est triste, championnes du monde du cancer de la prostate. C'est 3 fois plus élevé dans les zones à risque. Et c'est catastrophique, en fait. Et c'est ce que le président conteste. C'est ce qu'il a contesté lorsqu'il a pris la parole. Et il a contesté ces faits-là. Alors que vous verrez dans le chapitre, on décline les études, on les nomme. Vous pourrez aller rechercher les études et les consulter par vous-même, mais on communique quand même les résultats dans le chapitre en détail. Et c'est alarmant, en fait. C'est alarmant parce que quand vous avez des études scientifiques qui ont été faites sur un certain nombre d'habitants et qui vous disent, voilà, les habitants sont malades et que c'est beaucoup plus élevé qu'ailleurs parce qu'ils sont fortement exposés, qu'est-ce qu'on fait derrière ensuite? Voilà, donc ces études, elles sont là, elles existent depuis les années 1970, sachant qu'on avait déjà eu ces ouvriers qui étaient tombés malades et que c'est la raison pour laquelle tout avait fermé. Et malgré tout, aujourd'hui, il n'y a pas cette reconnaissance-là. Et justement, il y a Claudine qui demande pourquoi il y a eu des condamnations aux USA et pas en France. Bah, c'est toute la question. C'est toute la question, et c'est pour ça que dans le livre, je sais pas, Marie peut peut-être prendre le relais là-dessus, mais effectivement, quand on dit que le crime environnemental n'est pas reconnu, quand on dit que les sociétés ne sont pas sanctionnées, c'est clairement ça. Elles ont même, pour ce qui concerne le chlordécone, continué à propager le pesticide et on continue à l'utiliser, on continue à même exporter les légumes comme les patates douces qui ont été saisies quand elles sont arrivées à Dunkerque. Tout a été fait ensuite en sous-marin et en fait, malgré tout ça, il y a une liberté d'action incroyable. On laisse faire et effectivement, il n'y a pas de condamnation. Donc c'est vrai que le côté punitif ne vient pas les dissuader puisqu'on les laisse faire et qu'en plus on leur délivre des autorisations. Donc c'est tout ce qu'on questionne dans le livre, c'est que cette lutte-là, on montre qu'elle a démarré très tôt parce qu'il y a quand même eu une grève dans les années 70 aux Antilles pour contester les conditions de travail, le fait qu'ils n'étaient pas protégés dans les bananeraies et le fait qu'ils tombaient malades, etc. Sachant que un an après cette grève, il y a eu effectivement les ouvriers de l'usine aux États-Unis qui se sont aussi manifestés, on a découvert qu'ils sont tombés malades et que ensuite ça a donné lieu à la fermeture, à la condamnation et tout ce qui s'ensuit. Ça a été fait très rapidement, alors qu'en France, ça dure depuis 40 ans. Enfin, faut se poser, du coup, c'est ce qu'on dénonce et c'est la lourdeur du dossier, quoi, en fait. Donc, effectivement, tant qu'il n'y a pas de sanctions, tant qu'il n'y a pas de transparence et il n'y a pas de volonté d'inscrire dans les lois le fait que la nature doit être protégée et qu'on doit condamner les responsables lorsqu'il y a une contamination, intoxication, empoisonnement, ben forcément, ils continueront, quoi. Oui, Tout à fait. Je peux ajouter un petit point là-dessus, mais c'est que on est assez fiers en Europe. Enfin, la question du droit et de la justice, justement, elle est quand même assez importante. On est assez fiers en Europe parce qu'on a l'impression qu'on a un modèle juridique avec le principe de précaution, etc., qui protège beaucoup les populations. Ça, c'est un peu dans l'idée, dans la théorie. Sauf que du coup, dans notre modèle à nous, c'est de dire on autorise ou on autorise partiellement ou on refuse tel et tel type de produit. Donc, le contrôle, il a lieu quelque part a priori avant que les produits soient mis sur le marché, soit pour la consommation, soit même pour la production. Donc là, comme dans le cas du chlordécone. Aux États-Unis et dans le modèle anglo-saxon, on a un système où on autorise plus facilement des produits à être mis sur le marché. Par contre, quand on repère qu'il y a un dommage qui est causé, dans ce cas-là, que ce soit les acteurs publics ou les acteurs privés, il y a un processus de réparation qui se met en place. Et donc, du moment où les victimes peuvent montrer qu'il y a un lien causal entre un produit, une attitude et le dommage qu'eux ont subi, donc notamment sur leur santé. Dans ce cas-là, on peut avoir des décisions de justice absolument énormes, comme ce qui s'est passé encore il y a quelques mois avec Dwayne Johnson et Monsanto et le glyphosate et le Roundup. Mais chez nous, c'est ce type de dispositif de réparation, il est déjà extrêmement difficile vis-à-vis des acteurs privés. Donc ça, on le voit sur l'histoire du chlordécone, on le voit aussi, on reprend l'histoire de Paul François, pardon, pas de Claude François, de Paul François face aux pesticides de l'assaut. Mais en fait, c'est toujours un calvaire et les sommes d'indemnisation, de réparation sont toujours plus basses. Donc il y a une différence déjà juridique entre les deux systèmes, mais
le point qui s'ajoute à ça, de facto, c'est que comme on est dans un modèle où on autorise, où c'est l'autorité publique qui autorise, et on a protégé le secteur public, on a construit un espèce d'État super fort, et donc l'État est hyper protégé. Quand il fait les choses mal, c'est extrêmement difficile de le faire condamner. Donc on a réussi à le faire condamner 1 ou 2 fois sur le sang contaminé, sur les algues vertes, mais en fait c'est toujours extrêmement difficile. Et comme c'est lui qui délivre les autorisations aux acteurs privés, et ben quelque part, dès qu'il y a du copinage, du lobbying un peu intensif, intrusif, et on en voit tout le temps sur l'ensemble des produits, bah, dès qu'il y a ce copinage-là, en fait, de facto, il y a des produits qui sont autorisés plus facilement, plus longtemps. Et ce qui se passe avec les territoires d'outre-mer, et c'est aussi ça qui est absolument insupportable, c'est qu'en fait, la manière dont sont répartis les pouvoirs entre les autorités locales élues et les autorités déconcentrées, donc les préfets, etc., ça donne beaucoup plus, il y a beaucoup plus de latitude et de pouvoir pour les préfets dans les territoires d'outre-mer que sur la France métropolitaine. Donc j'espère que je suis assez claire dans la manière dont j'explique ça. Mais du coup, quand les gens qui avaient envie de mettre du chlordécone dans leur champ de bananes en Martinique et en Guadeloupe souhaitaient le faire, c'était assez facile pour eux d'appeler le préfet, qui connaissait très bien, qui a la même origine, la même trajectoire sociale dans la plupart des cas qu'eux, ou en tout cas des amis communs, etc., des mêmes fréquentations, de faire autoriser leurs produits. Donc il y a aussi ça qui s'ajoute derrière, qui est, enfin Priscilla parle beaucoup, quand elle parle de tous ces combats, elle dit mais il faut beaucoup de la transparence, on demande de la transparence, on demande d'avoir accès aux infos, et c'est aussi vraiment ça qui se joue dans ce système-là. Et en fait, c'est ça qui est fou, quoi. C'est que si on est dans un régime d'autorisation des produits, il faut qu'on ait de la transparence absolue et une vraie démocratie, quoi, un vrai choix démocratique. Or, on n'a ni un système de réparation fort, ni un véritable système démocratique pour choisir la manière dont on applique le principe de précaution. Du coup, comment on fait, comment on lutte les différentes personnes que vous avez rencontrées, entendues, écoutées et dont vous avez retranscrit la parole pour cet ouvrage? Peut-être si Priscilla, tu veux commencer parce qu'en termes de lutte, tu as bien lutté en 2018, 2019, 2020. Même Marie a de quoi dire, hein, je pense. Hein. Bien sûr, oui. Effectivement, ça se reflète dans le livre. On voit des personnes qui ont fait des pétitions, des personnes qui sont montées en collectif soit pour agir au nom du groupe, des habitants, pour dire voilà, je ne suis pas seul, et d'autres qui, grâce à ça, ont ensuite sauté le pas d'aller en justice, en se disant voilà, on forme un collectif, on va aller en justice, d'autres qui ont monté des associations. Et on se rend compte qu'au moment, en plus, pour certains sujets, des personnes ont commencé il y a très longtemps, en fait, ont été rejoints en cours de route par des experts. Je pense au cas des cancers pédiatriques au niveau de pas loin de Nantes, où ça a commencé par une maman avec un ami qui ont monté un collectif, et elles ont eu vraiment, enfin, elle a eu vraiment beaucoup de travail à faire pour prouver ses dires, pour avoir de la documentation, pour aller à la rencontre des pouvoirs publics et monter ces dossiers. Et aujourd'hui, elle a été rejointe, enfin je dis aujourd'hui, mais ça date pas d'aujourd'hui, mais je veux dire ensuite, elle a été rejointe par des professionnels de la santé qui viennent encore appuyer son discours, qui viennent rendre plus crédible son combat, parce qu'il ne paraîtrait pas crédible aux yeux des autorités sanitaires ou aux yeux du gouvernement, en tout cas des pouvoirs publics. Et du coup, on voit tout le cheminement de ces luttes-là, et c'est intéressant pour les personnes qui sont peut-être concernées par la même chose dans leur secteur, mais qui ne savent pas par où commencer, de voir quelles étapes ont été franchies, quels outils ont été utilisés. Donc on a la pétition, on a les personnes qui sont allées dans la rue, il y a la désobéissance civile, il y a un peu de tout, hein, il y a des actions en justice. Je ne sais pas si Marie veut rajouter quelque chose, mais je pense que c'est un beau panel de moyens de lutter, effectivement. Non, c'était très bien. J'ai pas spécialement de choses à ajouter. Mais c'est vrai que ce qu'on voit quand même, c'est que c'est des batailles, voilà, on l'a dit, hein, mais c'est des batailles hyper longues. Et même quand on finit par avoir des victoires, à chaque fois, c'est 10 à 15 ans de bataille. Et donc, en fait, des fois, les gens sont morts quand on a obtenu victoire. Là, je pense par exemple à l'histoire de Thierry Morfoise qu'on raconte dans le livre, mais qui est malheureusement décédé avant d'avoir vu reconnaître sa maladie comme étant voilà, une maladie du travail. Et ça c'est pas possible. Et, enfin, on repense à Dwayne Johnson de l'autre côté de l'Atlantique, mais il y a vraiment
juste pour préciser pour ceux qui nous écoutent, Thierry Meurfoisse, donc c'était un chargé communal qui devait récupérer les algues vertes en Bretagne qui sont dues à l'élevage industriel et notamment à l'élevage industriel porcin. Donc il y a un gros phénomène là-bas, c'est des algues vertes qui dégagent un gaz extrêmement toxique. Et Thierry Meurfoisse, c'est l'une des premières personnes malheureusement décédées des suites de ces algues vertes-là. Et donc, il y a toute une association qui est très bien expliquée dans le livre, tout un combat. Et il y a une journaliste qui s'appelle Inès Léraud qui a aussi fait une très belle enquête nommée Les algues vertes. Et elle est actuellement en procédure bâillon judiciaire parce que le secteur de l'agroalimentaire l'attaque en justice pour la faire taire. Donc, ça, c'est vraiment un gros sujet en France en ce moment, que j'invite tout le monde à lire le livre de Priscilla et Marie pour découvrir ce sujet-là plus en détail. Pardon, Marie, continue. Non, c'était moi, j'ai pas développé et c'était très bien que tu le fasses. Ou la BD d'Inès Leroux d'ailleurs, qui est aussi très, enfin, en tout cas sur ce thème-là, très précise. Et effectivement, enfin, c'est ça, ça exprime, voilà, je trouve que ça montre très bien à quel point c'est difficile et pour les victimes et pour celles et ceux qui les entourent, que ce soit les proches, les associations, les collectifs ou les journalistes qui essayent de se faire l'écho de ces combats-là. Et en fait, enfin, voilà, c'est toujours extrêmement ardu. Et on a toujours des bâtons dans les roues en fait. Et voilà, moi j'ai envie de dire peut-être à celles et ceux, alors je pense que celles et ceux qui nous écoutent ce soir en sont déjà convaincus, mais celles et ceux qui mènent tous les combats qu'on recense dans notre livre, les combats qui sont souvent traités par la relève et la peste, et tous ces autres combats dont on entend parler, c'est pas simple quoi. C'est pas juste voilà, même nous, quand on a lancé nos pétitions, c'était pas juste mettre une pétition en ligne. Il y a un vrai engagement derrière qui demande du temps et des efforts et beaucoup de soutien aussi. C'est des vraies batailles avec aussi des risques derrière. Et voilà. Et donc, c'était aussi pour ça que pour nous, c'était vraiment important de montrer quelques-unes de ces luttes. Je pense que si on avait eu 3 ans, 4 ans pour écrire le livre, on en aurait traité beaucoup plus. Mais à un moment, des fois, faut lancer le pavé dans la mare. En tout cas, il y en a encore beaucoup d'autres dont ce serait bien de parler. Même beaucoup trop. Et il y a un point qui me paraît aussi assez important finalement, c'est la solidarité. Dans le titre du livre, il y a le mot ensemble qui est un mot fort. Tout à l'heure, il y a une personne qui posait la question de la lutte contre le chlordécone aux Antilles peut-elle amener une autre perspective sur toute la nécessité de décolonialiser aussi les dom-toms et de rendre justice à ceux qui ont été injustement traités de par leurs origines. Du coup, peut-être, Priscilla, tu veux dire un mot là-dessus, ou Marie, les deux, sur comment on crée des liens de solidarité, comment on est un bon allié dans des luttes qu'on peut-être maîtrise moins que les premiers concernés. Est-ce que vous avez un ressenti ou un vécu à partager là-dessus? Ça rejoint un petit peu la question de tout à l'heure, hein, Tout à fait, ouais. qui concerne la colonisation. Et je pense qu'on ne peut pas traiter ce qui se passe en Bretagne comme ce qui se passe en Guyane ou comme ce qui se passe à La Réunion ou aux Antilles. En fait, ce n'est pas possible. Il faut traiter certaines questions avant de pouvoir avancer et traiter les suivantes. Pour moi, tant que sur les territoires d'outre-mer et particulièrement aux Antilles, tant qu'on n'aura pas traité le sujet du monopole absolu de ces sociétés qui ont causé l'empoisonnement de ces terres, on ne pourra pas avancer sur les autres sujets parce que c'est très profond et c'est une plaie encore ouverte et qui ne se refermera pas, selon moi, si on ne traite pas ce sujet-là. Quand on entend les discours du président et des autorités sanitaires, quand on déroule dans le chapitre du chlordécone les réactions de certaines personnes face aux lanceurs d'alerte qui ont osé prendre parole et dénoncer un certain nombre de choses qui se passaient là-bas par rapport au chlordécone. Et on voit bien que c'est pas facile et que c'est un sujet très sensible. Et où, quand on voit que les 7 militants, c'est ceux qui ont été arrêtés, mais il y en a d'autres qui s'étaient présentés à l'arrière d'un carrefour qui appartient à une des familles qui a une de ces entreprises qui a demandé l'autorisation pour pour utiliser ce pesticide et qui ont été fortement réprimandés, qui ont été bousculés à leur domicile et amenés au tribunal le jour du procès. Enfin, on explique toute l'histoire du procès, du jour où le procès devait se produire. Et
et on voit bien que c'est un sujet très sensible localement et qu'il y a vraiment une volonté d'étouffer toute tentative de dénoncer ça, en fait, parce que ça n'arrange pas, ça arrange pas ces sociétés qui ont le monopole. Et effectivement, cette question, tant qu'elle ne sera pas traitée à part, je ne pense pas qu'on arrivera à quelque chose. Et surtout quand on voit qu'en 2020, il y a encore le déni du président. C'était déjà le cas dans les anciennes présidences. C'est même un ancien président qui a signé la première autorisation de mise sur le marché du chlordécone, même quand ça a été ensuite interdit sur l'Hexagone, ça a été permis en poursuite d'utilisation là-bas. C'est aussi ce qu'on dénonce par rapport au chapitre sur la Réunion pour la leucose bovine et la contamination des bovins. Effectivement, il n'y a pas le même traitement sur l'Hexagone que sur les territoires et il y a un sujet à traiter là-bas qui aujourd'hui, visiblement, ne veut pas être traité, quoi. Donc ça risque d'être très compliqué tant que la question coloniale, elle sera pas discutée. Quand je... On peut revenir sur ta question sur la solidarité entre les mouvements et comment on peut se soutenir les uns les autres. Je crois enfin voilà, le titre du livre, il dit bien ensemble on veut agir, quoi. Je crois que c'est beaucoup ça et ce qui s'est passé sur le territoire, le fait que des gilets jaunes aient mené des luttes écolo telles qu'elles étaient plus entendues traditionnellement, etc. Ça illustre cette question de l'agir ensemble et du faire ensemble dans le futur, ce qui ne résout pas toutes les questions passées qu'a très justement soulevé Priscilla et qui sont absolument indispensables à traiter. Maintenant, quand on regarde un peu le mouvement pour la justice environnementale tel qu'il est compris aux États-Unis, il est né aux États-Unis, dans le mouvement des droits civiques, donc des luttes des Noirs, voilà, sur le territoire. Bon, ça a, comme d'habitude, beaucoup été des hommes qu'on a vu émerger, sortir, prendre la parole, mais en fait, c'était beaucoup des femmes qui menaient les combats derrière. Et en fait, ils se sont battus, et notamment à 2 endroits pendant les années 80, contre le fait qu'il y avait des déchets toxiques qui étaient déposés à côté de chez eux. Et en fait, évidemment, l'État, une nouvelle fois, ça vous fait penser un peu à un exemple que j'ai donné plus tôt sur les gens du voyage en France, mais l'État ne produisait pas des données pour savoir où étaient posés ces déchets toxiques. Et du coup, ils ont créé eux-mêmes des données, se sont rendus compte que 2/3 des déchets toxiques aux États-Unis étaient entreposés dans les lieux de vie des Noirs américains ou des Latino-américains. Et à partir de là, a pu se monter un mouvement politique, en fait, assez fort, qui a donné lieu en 1994 à la signature d'une première loi, un premier décret par Bill Clinton pour la justice environnementale, qui demandait à ce que sur l'ensemble du territoire, on superpose justement les projets liés à l'environnement et la question à la fois de la couleur de peau et des catégories sociales pour pouvoir résorber ces injustices et ces inégalités. C'est des dispositifs et des politiques qu'on n'a pas du tout sur notre territoire à nous, mais on pourrait tout à fait imaginer qu'ensemble, on se mette à développer une vigilance particulière sur cette question-là, à demander des politiques publiques qui vont en ce sens, et surtout, et c'est là où j'aimerais en arriver, c'est que en fait, la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour pouvoir changer la donne. Et en fait, dans les histoires qu'on raconte, aussi bien dans l'histoire voilà, que je viens de raconter sur la naissance du mouvement pour la justice environnementale, que sur toutes les histoires qu'on vous a racontées jusqu'à maintenant depuis le début du live, et aussi dans notre livre, la question majeure, c'est le cadre de vie de chacune et de chacun. Et donc, si on arrive à se mettre ensemble pour défendre le cadre de vie et le droit à un cadre de vie sain et agréable de nos voisines, de nos voisins, des gens qui vivent juste à côté, voilà, même si c'est à 3 ou 4 kilomètres. En fait, si on centralise nos combats autour de cette question du cadre de vie, en fait, dans le même temps, on lutte contre les inégalités sociales et dans le même temps, on se bat pour la préservation du climat, quoi. Voilà. Et donc, c'est plutôt dans cette direction-là que je dirais qu'on doit œuvrer et qu'on doit œuvrer ensemble, en fait. Et aussi dans cette différence de traitement, il y a quelque chose qui a particulièrement marqué tout le monde, je pense, entre les marches pour le climat et le mouvement des Gilets jaunes. Au début, c'était vendredi, samedi, souvent, c'était vendredi marche climat et samedi Gilets jaunes. Et quand les deux mouvements ont voulu converger, il y a eu un vrai problème. Pourquoi? Parce qu'en fait, les Gilets jaunes subissaient d'énormes répressions et d'énormes violences policières.
Et les marches pour le climat, au contraire, elles étaient comment dire, encadrées, mais ça allait quoi. Moi, par exemple, j'ai le souvenir qu'en octobre 2018 à Grenoble, la marche pour le climat n'a pas voulu commencer tant que les gilets jaunes ne pouvaient pas nous rejoindre. Et au début, la préfecture ne voulait pas laisser passer les gilets jaunes. Et du coup, heureusement, il y avait des élus de la municipalité à ce moment-là qui ont dit, bah, en fait, si, c'est un mouvement social, c'est parfaitement légal, donc tout le monde marche ensemble et il n'y a pas le problème. Et du coup, toi, Priscilla, en tant que bah, initiatrice de la pétition sur la taxe carbone et ayant suivi énormément dans toute la France tous ces mouvements-là, est-ce que tu veux nous faire part de ton vécu, ton ressenti, bah, de la répression aussi que ça implique dans la peur de manifester, tu parlais d'atteinte à l'intégrité, là on y est complètement parce qu'il y a quand même des gens qui ont été mutilés, donc c'est grave ce qui s'est passé en France et ce qui continue à se passer. Du coup, Priscilla, je te lance un peu le micro là pour que tu nous parles malheureusement de tout ça. Oui, effectivement, il y a beaucoup de choses aussi qui ne se voient pas. On a la violence physique qui se voit sur le terrain, et encore, tout le monde ne voit pas, parce que j'ai rencontré même des personnes qui arrivaient progressivement dans le mouvement au début de l'année, puis au milieu de l'année de 2019, qui ont vu des choses qu'elles ne pensaient pas réelles, en fait. Ils se sont dit non, c'est pas possible, en fait. Ou qui ont vécu des choses qu'on leur a porté atteinte à leur physique. J'ai quelques exemples qui m'ont marqué, enfin, il y en a beaucoup trop, mais ça, c'est ce qui est visible. Et puis, il y a ce qui est invisible. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont subi des intimidations, notamment beaucoup de gilets jaunes qui travaillent dans la fonction publique ont été menacés par leurs employeurs, ont été convoqués, ont même perdu leur boulot pour certains, ont reçu des lettres bien rédigées qui ne laissent pas apparaître le fait qu'elles fassent partie du mouvement des gilets jaunes ou qu'elles aient milité, mais qui dit en gros qui les menace de les virer ou de les blâmer si elles continuaient leurs actions. J'ai l'exemple d'une amie qui travaille pour une mairie. Le maire l'a appelée en pleine action pour dire qu'est-ce qu'elle fait là. Enfin, on veut dire c'était un samedi, elle bossait pas. Enfin, voilà, il y a des choses qui se voient pas. Beaucoup de gens ont souffert du fait d'avoir milité comme ça au sein d'un mouvement. Et c'est de la pression psychologique que de dire aux gens tu vas perdre ton travail si tu continues, parce que qui dit perte de travail dit je pourrais pas payer mes factures, dit voilà comment je vais faire pour m'occuper de mes enfants si j'en ai, ou de la personne que j'ai à charge si j'ai une personne en mobilité réduite ou en difficulté que j'héberge. Enfin, tout ça vient bousculer le psychologique et vient dire aux gens en fait vous pourrez essayer tant que vous voulez de faire quelque chose, on vous empêchera de le faire. Donc ça, c'est pour les gens qui étaient dans la fonction publique. Ensuite, on a des personnes des associations qui ont essayé de venir militer au sein du mouvement au nom de l'association, de la structure, et qui se sont vus aussi recevoir des menaces de ne plus recevoir des subventions ou de ne plus avoir de collaboration qui était déjà existante mais qui serait menacée d'arrêt au cours de l'année 2019. Enfin voilà, et ça c'est assez compliqué parce que ça décourage les gens qui voudraient commencer une action ou qui voudraient militer pour un sujet qui leur tient à cœur. Et tout est fait justement pour ne pas faciliter la tâche. Ensuite, pour ce qui est plus physique, sur le terrain, effectivement, il y a beaucoup. Alors, moi, je suis vraiment, vraiment hors de moi du fait qu'il n'y ait aucun moyen de faire sanctionner les personnes qui vous molestent, qui vous frappent, sans raison, en fait. C'est-à-dire que l'IGPN a été submergé durant le mouvement des Gilets jaunes de plaintes. Je veux dire, moi-même, j'ai fait un dépôt parce que j'avais été gazé à bout portant alors que je présentais la copie de la déclaration de manifestation parce qu'on avait le droit d'être présent, mais ils nous jetaient. Donc, en fait, pour pas que ça dégénère, l'idée, c'était de leur dire, voilà, j'ai la copie, je vous la montre, et on me dit, casse-toi, et j'en ai rien à foutre, et je te gaze dans l'œil. Enfin, quand tu portes plainte à l'IGPN et que l'IGPN te dit, on ne sait pas qui était présent, donc déjà, pourquoi ils savent qui est présent sur place, puisqu'ils ont leurs unités, ils savent qui était à quel endroit, à quel moment. Ils te le disent pour se vanter à certaines occasions. Et puis quand tu leur demandes, bah, alors c'est qui était sur place et qui m'a gazé? Ah ben les caméras ne fonctionnaient pas. Je crois qu'en 2019, toutes les caméras de Paris ne fonctionnaient pas. Voilà. C'est une grosse panne générale. Il n'y avait plus de caméras disponibles. Et donc en fait, c'est compliqué parce qu'on se heurte à chaque fois à un mur en fait. Et donc il y avait beaucoup trop d'actes de violence envers les manifestants. J'ai un ami qui se faisait fouiller et on lui a pris ses gants, on lui a dit bon bah t'as rien, t'as pas de matériel problématique.
mais bon, je te jette ton gant par terre, donc tu iras le ramasser. Enfin, tout ça, ça attise la haine des gens, en fait. Ça attise la colère, ça attise plein de choses. De samedi en samedi, ça fait qu'augmenter, puisque c'est des actes qui sont pas logiques. J'ai une autre amie qui me disait qu'on les avait mis à genoux et qu'on les a fouillés en famille, enfin, les enfants et les parents, enfin, les adolescents et les parents. Enfin, quand on vit ce genre de choses, alors qu'on vient manifester en famille pour les droits, ses propres droits, ça choque. Quand vous avez des personnes qui, parce qu'elles filment, se prennent un coup de LBD dans l'œil et que vous avez des 26 éborgnés, voire plus, et qui étaient pour aucune dans des postures d'attaque, puisqu'elles auraient été mises poursuivies en justice si c'était le cas. Or, ce n'est pas le cas. Qu'est-ce qu'on fait en fait concrètement? C'est la question que je me pose. Donc, je pourrais aller loin sur ce sujet, mais effectivement, c'est pas évident. Beaucoup de personnes souhaitent rester un petit peu dans l'ombre dans leurs actions parce qu'elles savent qu'étant exposées en tant que militant, c'est compliqué. Moi, je pose la question rapidement, qui est un peu pas vraiment dans le sujet, mais de l'IGPN, en fait, le caractère non indépendant de l'IGPN et, Oui. et du pourquoi pourquoi l'IGPN existe. Voilà. Que fait le défenseur des droits? Enfin voilà, plein de questions comme ça, mais c'est vrai que c'est assez difficile, quoi. Oui, bah, je voudrais d'ailleurs mettre en avant le travail du journaliste David Dufresne sur ces sujets-là, parce qu'effectivement, il y a eu une telle opacité et un tel déni de la part des autorités publiques face aux violences policières dans le mouvement des Gilets jaunes, que ce sont, en l'occurrence, un journaliste indépendant, donc David Dufresne, qui a tenu un signalement, un recensement de toutes les dérives et toutes les violences qui ont été administrées. Donc, il y a quand même eu 940 signalements, 3 décès, 338 blessures à la tête, 27 personnes éborgnées, 5 mains arrachées. C'est quand même assez incroyable de se dire que aujourd'hui en France, on peut être éborgné, avoir un membre mutilé parce qu'on milite en fait pour un droit social ou pour un droit environnemental ou pour demander réparation pour une injustice. Et justement, puisque le titre du livre, c'est Demandons justice, est-ce que vous pouvez me dire peut-être un peu, sauf si Marie, tu voulais rebondir sur les violences policières, quels sont les objectifs finalement de ce livre? Quelle est la suite? Comment on solidarise toutes ces luttes? Marie, si tu veux commencer du coup. Euh, ben, le livre en soi, c'est déjà c'est un appel à la prise de conscience d'abord. C'est aussi euh, un appel à soutenir ces différentes luttes. Donc c'est aussi le cheminement qu'on veut prendre à partir de maintenant non pas de raconter ces luttes nous-mêmes, mais d'essayer de donner la parole à celles et ceux qui les mènent sur le terrain. Et potentiellement d'en appeler à des citoyennes, à des citoyens, soit qui habitent à côté, soit qui ont des compétences dans tel et tel domaine, soit qui se sentent touchés par tel et tel combat, de les rejoindre et d'aller les soutenir. Et, et on n'aura pas les réponses à tout, mais voilà, ce livre, c'est aussi une interpellation pour que peut-être qu'on peut nous envoyer de nouveaux témoignages sur de nouvelles luttes qui peuvent être menées et que nous, on pourra essayer à la fois de faire le lien nous-mêmes avec eux, mais aussi entre eux, les gens entre eux. Je crois, en tout cas, enfin, moi, ce que j'ai déjà dit à Priscilla, mais que le mouvement des Gilets jaunes a été un accélérateur incroyable de l'affirmation de l'aspect social de la bataille environnementale. Et ça a énormément bougé, le débat, le discours, depuis 1 an et demi, 2 ans. Et on a eu toutes ces manifestations dont on a parlé tout à l'heure, où on a marché ensemble, on voit de plus en plus fleurir des plateformes de propositions communes pour un demain différent. Il faut vraiment continuer dans ce sens-là. Et moi, après, ce que j'aimerais, mais c'est qu'il y ait des vraies stratégies de justice environnementale qui puissent être portées aussi par les pouvoirs publics, c'est-à-dire qu'il y ait de l'argent qui soit versé à des collectifs, à des citoyennes et des citoyens, à des associations qui ont vocation à soutenir justement ces luttes-là. Et ça, c'est possible de faire ça, en fait. On peut décider, que ce soit au niveau de l'État, au niveau des régions, au niveau des communes, qu'il y ait de l'argent qui soit versé pour soutenir celles et ceux qui portent ces combats pour la justice environnementale. Pour l'instant, c'est absolument pas possible, notamment parce que voilà, le productivisme règne dans encore de trop nombreux endroits de la société, productivisme et capitalisme, et qu'on n'a pas envie de renforcer celles et ceux qui portent une autre voix, a fortiori quand ils travaillent ensemble.
C'est ce que Priscilla disait tout à l'heure, d'ailleurs, qu'ils n'ont aucun intérêt à nous voir nous unir. Donc, pour l'instant, il n'y a pas ces politiques-là qui sont mises en place. Moi, je pense qu'on en a besoin. Et on a besoin, nous, entre nous, de continuer à travailler ensemble et de continuer à tendre le micro à tous ces gens qu'on écoute trop peu. Voilà, on espère que notre livre y aura contribué au moins un petit peu, mais il y a encore un travail énorme à abattre pour rendre la voix à la dignité et permettre, faire de la place pour que chacun puisse avoir le pouvoir de décision qu'il est normalement censé avoir à l'origine. Et d'ailleurs, tu dis tendre le micro. J'en profite pour annoncer à tout le monde que s'il y a un premier live ce soir avec Marie et Priscilla, il va être suivi d'autres lives où cette fois-ci, elles vont accueillir sur une série de quelques webinaires durant le courant du mois de juin pour le prochain, des personnes qui ont témoigné pour le livre et qui luttent sur les différents problèmes qui sont abordés et évoqués dans le livre, donc avec différentes régions. Je crois que notamment le souci aux Antilles sur le chlordécone va être normalement faire l'objet d'un prochain live. Donc là, on n'a pas pu être exhaustif forcément en 1 heure. 1 heure et quart, on a un petit peu triché, mais Priscilla et Marie vont revenir avec des invités pour vous parler de ces luttes-là et vous pourrez aussi poser des questions peut-être plus spécifiques sur comment se sont organisées les luttes, comment la solidarité s'est maintenue aussi entre les différentes personnes qui ont lutté et comment on crée des passerelles entre justice sociale, justice environnementale et comment on apprend à être des alliés pour les personnes dont la voix est la moins bien représentée dans l'espace médiatique un petit peu plus large. Marie, tu parlais d'email. Donc, l'email, c'est demandonsjustice@protonmail.com. Pour ceux qui veulent témoigner, n'hésitez pas, elles seront ravies de recevoir tout ça. Priscilla, est-ce que tu veux aussi dire un petit mot parce qu'on arrive là bientôt sur la fin. Donc, Priscilla et Marie, si vous avez un petit mot de la fin, je pense que ça va bientôt être le moment. Oui, non, je rejoins Marie sur ce qu'elle a dit tout à l'heure. Effectivement, j'espère que ce livre permettra aux gens de se rendre compte de la difficulté que c'est de pouvoir porter un combat et n'hésiteront pas à se rapprocher des gens qui sont dans leur secteur pour soit leur prêter main forte, soit leur apporter du témoignage, soit leur apporter toute leur énergie sur ce qu'elles mènent comme combat et ne pas hésiter surtout à nous contacter si jamais vous voulez nous partager quelque chose et, euh, et nous apporter de la matière pour qu'on puisse essayer de propager le message aussi largement que possible. Top, super, merci. Marie, dernier mot de la fin? Ouais, peut-être juste parce qu'on en a peu parlé, mais quand même dans notre livre, et je l'ai dit au tout début, mais on dit quand même qu'on a besoin de punir ces crimes contre l'environnement, qu'il y ait des sanctions. Priscilla parle beaucoup de sanctions aussi. Et donc, on a vraiment besoin de mener cette bataille aussi, qui est la reconnaissance du crime d'écocide et la reconnaissance des droits de la nature. Donc, peut-être juste pour finir là-dessus, mais c'est essentiel pour nous, ce qu'on essaye de montrer, c'est qu'en fait, tout est vraiment lié et que c'est aussi pour ça, pour reboucler avec la question précédente, qu'on a besoin, nous aussi, de relier nos combats pour pouvoir l'emporter. Tout à fait. Et dans les mots un petit peu de conclusion du livre, il y a deux phrases qui m'ont marqué que je voulais partager aujourd'hui, si vous êtes d'accord toutes les deux. Les statistiques le montrent aussi à l'échelle nationale. La différence d'espérance de vie entre les plus pauvres et les plus riches est en France d'environ 13 ans. 13 ans de différence d'espérance de vie. Donc, on parle ici vraiment dans votre ouvrage d'inégalité, d'injustice sociale et environnementale étroitement liée et très profonde parce que c'est ce que vous démontrez dans le livre et c'est ce que vous présentez depuis un petit peu plus d'1 heure. On ne peut pas avoir accès à une vie saine et digne si on n'évolue pas dans un environnement sain. Tout est absolument lié et il n'y aura pas d'égale dignité humaine sans une sobriété juste. Je crois que c'est une phrase très belle que vous avez écrite dans le livre. Donc merci Marie et Priscilla pour votre engagement sur le terrain, pour votre travail intellectuel et pour donner la voix à ceux qui ont besoin d'être entendus aujourd'hui. Un grand merci à toi, Laurie. Merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à tous et à toutes. Merci. Ouais. Et bonsoir. Bonsoir. J'allais ajouter rendez-vous le 3 juin pour le live sur le Brisol et les voyages. Yes. Rendez-vous le 3 juin. À bientôt. À bientôt.